Ici Moscou, les Français parlent au français, les francophones parlent aux francophones. Bienvenue dans votre émission politique préférée en direct sur RT en français. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a élu le 19 juillet le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à la présidence de l'organisation. Le sommet avait lieu en Sierra Leone. Je garde à l'esprit le long héritage de 50 ans d'efforts, de solidarité et de construction patiente, portés par la vision et l'engagement de nos illustres anciens, qui ont cru envers et contre tout en l'idéal de l'intégration. Je m'engage avec vous à faire vivre cet héritage en l'adaptant aux défis de notre temps, à savoir la sécurité collective, la stabilité institutionnelle, la souveraineté politique et économique et une voix de l'Afrique de l'Ouest plus audible et plus crédible. Et c'est encore un Sénégalais, le général Biram Diop, qui a été élu président de la commission. Le Conseil des chefs d'État et de gouvernement a annoncé la mise en place d'une monnaie commune, donc dès l'année prochaine. Le gazoduc Nigeria-Maroc, le gazoduc Afrique-Atlantique de 6000 km, traversera 13 pays le long de la côte atlantique de l'Afrique, transportant du gaz nigérian vers le Maroc, avant de se relier au gazoduc Maghreb-Europe. Nous avons déjà signé pour le gazoduc Afrique de l'Ouest-Maroc, a déclaré Julius Maada Bio, le président en exercice de la CEDEAO. Ne soyez pas surpris lorsque le gaz vous parviendra. Il y a eu deux grandes nouvelles économiques. C'est l'annonce du lancement de l'ECO, donc la monnaie commune en 2027, et la construction donc de cet oléoduc que vous voyez derrière moi. Oui. Ahmad, je me dresse vers vous. Quelle est aujourd'hui la situation de la CEDEAO? Et puis comment vous expliquez aussi ce rôle particulier du Sénégal, hein, le président Diomaye Faye a été élu. Oui. Comment vous analysez ça? Vous savez, merci beaucoup pour la question. Vous savez, le Sénégal a toujours bénéficié d'une forte, en tout cas, crédibilité diplomatique en Afrique subsaharienne et notamment en Afrique de l'Ouest. Et le Sénégal aussi, c'est un pays qui incarne en quelque sorte une stabilité politique. Il n'y a jamais eu de coups d'État, il n'a jamais eu en tout cas de problèmes démocratiques dans ces pays-là. Voir Bassirou Diomaye Faye élire comme président de la CEDEAO, cela exprime également la leadership du Sénégal. Mais les problèmes qui se posent aujourd'hui, même quand on regarde à l'intérieur du Sénégal, il y a déjà assez de tensions. Et lorsqu'on entend Bassirou Diomaye Faye parler de préserver l'héritage de la CEDEAO, la souveraineté, il a parlé de la souveraineté. Et lorsqu'on voit les fonctionnements même de la CEDEAO, aujourd'hui, beaucoup des analystes, que ce soit des Africains ou bien des étrangers, le confirment. La CEDEAO n'a jamais été souveraine. C'est une institution qui est là depuis 60 ans, mais qui n'arrive même pas à financer ses propres projets. C'est une institution qui est là, qui est pilotée par des puissances étrangères, notamment la France et l'Union européenne. C'est une institution qui n'arrive même pas à construire, pendant 60 ans, sa propre siège, qui est financé entièrement par la Chine. Et parler aujourd'hui sur ce ton-là et dire que la CEDEAO a des héritages, je ne sais pas, de souveraineté ou quelque chose, pour moi, ça m'étonnerait. Et déjà, c'est bien d'avoir un président sénégalais à la tête de la CEDEAO. Mais la question qu'il faut se poser, Bassirou Diomaye Faye, avant d'arriver au pouvoir, il a bénéficié en tout cas d'un soutien populaire, pas seulement au Sénégal. Il incarnait l'espoir même de la jeunesse africaine qui aspire à la souveraineté du pays. Mais lorsqu'il arrive au pouvoir, on voit tantôt il a des problèmes internes avec ses camarades qui l'ont accompagné, notamment avec Ousmane Sonko, qui voulait en tout cas se débarrasser des tutelles de la France. Et on voit aujourd'hui Bassirou Diomaye Faye qui est complètement isolé, que ce soit par ses militants ou par les panafricanistes. Donc la CEDEAO, malheureusement, après 60 ans ou après 50 ans, si j'ai dit des bêtises, Mariam peut me corriger. Bon, moi, je viens de l'Afrique centrale. Donc, aujourd'hui, si on voit en tout cas comment fonctionne CEDEAO, moi, je n'ai pas vraiment l'espoir que Bassirou Diomaye Faye pourrait changer quelque chose. Mais en réalité, il va venir perpétrer encore les héritages. Lui, il a parlé de souveraineté, mais les héritages, c'est-à-dire dépendre de la France, dépendre de l'Union européenne et déjà même leur monnaie, qui est l'ECO. En réalité, ce n'est pas un changement comme on le sait des Africains et même la France.
qui n'aiment pas les changements, mais des nouveautés. Donc voilà, les gens contestent les francs CFA, on va changer les noms. Et chose que Ousmane Sonko était toujours contre les francs CFA. Mais aujourd'hui, on va voir Bassirou Diomaye Faye à la tête de cette institution, ce qui veut dire que la CEDEAO n'aura pas, en tout cas, déjà, il ne va pas apporter quelque chose. Déjà même, lui, son image est compromise, que ce soit au Sénégal ou bien en Afrique. Donc moi, vraiment, je n'ai pas l'espoir ou bien de voir Bassirou Diomaye Faye apporter quelque chose de nouveau à cette institution-là. Mariam, déjà merci de nous avoir rejoints. C'est votre première participation à notre talk show politique. Vous vouliez réagir sur ce que disait Ahmed. En effet, pour ajouter à ce que disait Ahmed, c'est vrai que c'est historique ce qui se passe à la tête de la CEDEAO en ce moment. On a deux citoyens venant d'un même pays qui occupent à la fois le poste de président de la CEDEAO et ensuite le général Birame Diop qui occupe le poste de président de la commission de l'organisation. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il le disait déjà, c'est justement ce manque de crédibilité que dont l'organisation fait face aujourd'hui. Et cette organisation qui était prête à organiser une intervention militaire contre le Niger, notamment en juillet 2023 à l'arrivée du CNSP, qui est donc dirigé par le général Abdourahmane Tiani, sous prétexte que c'est un militaire. Aujourd'hui, on voit que, il place à la tête de la commission pour 4 ans un militaire. Donc le général Birame Diop, c'est quand même assez paradoxal, justement, pour rejoindre ce que disait Ahmed. Alors nous avons la chance aujourd'hui d'être rejoints depuis Bamako par Franklin Nyemsi. Merci de vous joindre à nous. On a deux personnes assez sceptiques en studio sur la CEDEAO. Est-ce que vous partagez ce scepticisme de votre côté? Non seulement je partage, merci mon cher Xavier Moreau, et bonjour à tous les téléspectateurs de cette belle émission que je suis depuis plusieurs mois maintenant. Je partage non seulement le scepticisme des autres intervenants de ce panel, mais je vais plus loin, je parle même d'un temps de catastrophe. La CEDEAO est une organisation à l'agonie. Elle est en train de mourir de sa plus belle et en même temps de sa plus pire des morts pour 5 raisons que je voudrais vous résumer. La première, c'est que la CEDEAO est l'organisation politique d'Afrique de l'Ouest la plus détestée des peuples ouest-africains. Tous les sondages, y compris ceux qui sont faits dans les pays de la CEDEAO, placent la CEDEAO derrière les aspirations, loin des aspirations des peuples ouest-africains qui y voient une organisation dévoyée parce qu'incapable d'incarner les aspirations les plus profondes de la jeune population africaine. Deuxième raison, la CEDEAO s'avère incapable d'affronter le plus grand défi africain et ouest-africain de ce temps, le défi de l'impérial terrorisme, la déstabilisation massive que connaît l'Afrique depuis le saccage de la Libye en 2011 par la coalition de l'OTAN. Eh bien, cette organisation, qui a été créée en 1975, le 28 mai exactement, s'avère incapable d'y faire face. Alors même qu'une organisation née il n'y a même pas 3 ans, devant nous, l'Alliance des États du Sahel est déjà détentrice d'une force unifiée pour combattre le terrorisme, cette CEDEAO continue d'attendre. La troisième raison, elle est liée au couple, au duo qui va diriger la CEDEAO. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le général, anciennement ministre d'État des armées du Sénégal, Birame Diop, ont été vomis par les bases populaires du Sénégal parce qu'ils sont comme Emmanuel Macron, et le parallèle n'est pas complètement innocent, ils sont sans majorité parlementaire au Sénégal. Le parti PASTEF qui contrôle le Sénégal et qui est dirigé par le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a vomi Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le général Birame Diop, qui s'en vont donc représenter un Sénégal qu'ils ne représentent plus. C'est la troisième raison. Il y a une quatrième raison, c'est le contenu du sommet de la CEDEAO, mon cher monsieur Moreau. C'est que le sommet de la CEDEAO parle d'une monnaie dont on parle chaque année comme étant de la monnaie de l'année prochaine, l'ECO. ECO est une monnaie qui a été inventée par la France, néocolonialiste, avec ses sous-fifres locaux, notamment Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, pour contrer le projet d'une monnaie indépendante souveraine ouest-africaine, décrochée complètement de toutes les autres monnaies et capable d'être pilotée en freelance face au jeu de l'offre et de la demande économique internationale. Ils ont créé l'ECO pour reproduire le franc CFA, avec une parité stricte envers l'euro et le contrôle de la Banque de France, une banque qui a servi autant à piller les Français qu'à piller les Africains
au moins depuis 1945, date de la création du franc des colonies françaises d'Afrique. Enfin, il y a une cinquième raison pour laquelle ce machin ne peut pas marcher. C'est qu'en réalité, la CEDEAO, telle que nous la voyons aujourd'hui, elle est complètement incapable de parler d'une seule et même voix. Le Togo, la Guinée se sont exprimés à l'occasion de ce sommet. On va en parler. Ils se sont opposés à la ligne directrice. On va en parler, cher Franklin, dans un instant. Mais je voudrais d'abord me tourner vers Sébastien Perroni, qui, je voudrais déjà que vous réagissiez évidemment aux commentaires très pessimistes qui ont été faits sur la CEDEAO. Je veux dire que je suis un petit peu surpris de mon côté. Mais également, il y a quand même, par exemple, ce projet de pipeline. Il y a peut-être des bons côtés. Est-ce que vous pourriez vous faire l'avocat du diable ou est-ce que vraiment tout est à jeter à la CEDEAO ? Alors malheureusement, hein, déjà je vais dire ma joie de participer à cette émission, en particulier avec le professeur Niamsi, hein, dont je suis les analyses et le travail qu'il fait en particulier au Mali actuellement. Et malheureusement, je rejoins à 150% toute l'analyse qui a été faite. Et je dirais que c'est paradoxal parce que ça remonte dans le temps. Là, on a eu une analyse par rapport à aujourd'hui. Mais si on regarde l'histoire, vous savez que le franc a commencé à circuler en Afrique, justement au Sénégal, lorsque Napoléon Bonaparte a créé la Banque du Sénégal en 1853. Où le franc a commencé à circuler en Afrique de l'Ouest comme outil impérial, bien entendu. Et ensuite, il faut rappeler que justement cette monnaie a circulé en Afrique de l'Ouest, non pas après l'abolition de l'esclavage en France en 1848, non pas pour indemniser les victimes, mais pour indemniser les esclavagistes. Il faut rappeler la loi de 1849 qui a été votée à l'Assemblée nationale française à l'époque, qui octroyait 123 millions de francs or à l'époque, c'est-à-dire 5 milliards d'équivalents euros aujourd'hui, aux détenteurs d'esclaves en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Madagascar et au Sénégal. C'est-à-dire qu'on a endetté la France pour rembourser les esclavagistes. Et c'est à partir de là, en fait, que tout a été contrôlé par la monnaie française. En effet, le professeur Niamsi l'a dit, ensuite on a eu le CFA à partir de 1945. Mais on ne peut pas séparer la CEDEAO, que j'appelle moi la communauté des États d'Afrique de l'Occident, parce que si on regarde l'Afrique de l'Ouest, rien n'est contrôlé par les pays africains, rien n'est contrôlé par des sociétés africaines, tout est contrôlé par des grandes sociétés françaises. Et donc, ne peut pas être séparé de la Banque des États d'Afrique de l'Ouest. Et c'est cette banque aujourd'hui qui, via le franc CFA, permet de maintenir ce que j'appelle cette curatelle financière où les pays d'Afrique de l'Ouest ne contrôlent ni leur monnaie, ni leur crédit, ni leur dette, ni leur émission monétaire. Et Pouémy, d'ailleurs, le grand économiste camerounais, disait que si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Et ça date depuis la période impériale. Vous savez, j'ai regardé, par exemple, pour la Grande-Bretagne, qui avait fait la même loi, c'est-à-dire indemniser les esclavagistes, et la dette qui avait été, le crédit qui avait été fait auprès de la Banque d'Angleterre et de la Maison Rothschild à l'époque pour dédommager les détenteurs d'esclaves, a couru jusqu'en 2015. C'est-à-dire que les citoyens britanniques ont payé jusqu'en 2015 cette dette pour dédommager les esclavagistes. Donc on est dans cette histoire. Et la CEDEAO, pour moi, comme d'ailleurs la BCE, la Banque centrale européenne, sont des institutions supranationales contrôlées par les élites, l'oligarchie financière, et tout est acheté. Enfin, un mot, si j'ai le temps. Oui, puisque, 30 secondes. 30 secondes. Si on regarde le projet de loi Macron-Ouattara, il est clairement dit, parce que j'ai les articles devant les yeux, que cette nouvelle monnaie et la Banque centrale et la CEDEAO sera contrôlée encore par les autorités françaises. Article 8, le principe d'un retour d'un représentant de la République française au sein du comité de pilotage monétaire en cas de situation aiguë. Donc la France sera toujours présente dans ces institutions, donc c'est du néocolonialisme, donc il faut sortir de la CEDEAO. Je crois que les États de l'AES sont en cours de le faire, je l'espère en tout cas, mais en effet, il faut mettre fin à cette CEDEAO. Précisément, merci pour m'aider dans ma transition. Toutes les voix n'étaient pas unanimes lors de la 69e réunion de la CEDEAO. Le président guinéen, Mamadi Doumbouya, revenu récemment au sein de l'organisation, a exprimé son désaccord. Écoutons-le. Les sanctions ne sont pas la solution. Notre sous-région a trop souvent choisi la sanction comme premier réflexe
quand elle devait être le dernier recours. En effet, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont été exclus de l'organisation et ont créé de leur côté l'Alliance des États du Sahel. Cependant, il y a 2 semaines, à l'occasion de l'anniversaire de la création de l'AES, le président burkinabé Ibrahim Traoré, par la voix de son Premier ministre, a tendu la main à la CEDEAO. Écoutons-le. C'est dans cet esprit que la Confédération des États du Sahel poursuit les consultations engagées avec la CEDEAO afin de construire un nouveau cadre de relations fondé sur le respect des décisions souveraines de chaque partie, la préservation des acquis utiles de l'intégration régionale, la protection des intérêts des populations ouest-africaines, notamment la libre circulation des biens et des personnes. Franklin, je me tourne vers vous parce qu'en plus, vous vous trouvez à Bamako, si je ne me trompe pas. Donc, vous êtes au cœur du problème, je dirais. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, je voulais revenir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, cette création de l'AES qui, effectivement, rencontre une certaine popularité, je pense, notamment dans la jeunesse africaine. Mais en même temps, vous avez cette main tendue, finalement, d'Ibrahim Traoré vis-à-vis de la CEDEAO. Peut-être qu'un compromis est possible et que l'AES pourrait orienter la CEDEAO vers quelque chose de plus, on va dire, pas d'africain, si je me permets cette expression. Très bien. En fait, mon cher Xavier, les pays de l'AES n'ont pas été exclus de la CEDEAO. Ils ont démissionné par une décision souveraine de la CEDEAO. Et dans l'énoncé du Premier ministre du Burkina Faso que vous nous avez fait passer, dans la petite séquence vidéo tout à l'heure, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo dit que l'AES tend la main à la CEDEAO dans le cadre du respect mutuel des souverainetés. Le mot souveraineté revient ici. Pourquoi? Parce que la CEDEAO est une organisation sous-régionale qui a perdu sa souveraineté, notamment à partir de 1991, quand elle a accepté la conditionnalité prétendument démocratique de l'aide au développement à travers le principe manipulé directement par le néocolonialisme français. Créée en 1975, la CEDEAO avait pour but l'intégration économique sous-régionale africaine. À partir de 1991, elle s'est mise à servir comme un cheval de Troie pour menacer les États souverainistes panafricanistes et les contraindre à rester sous l'escarcelle du néocolonialisme français ou de l'impérialisme occidental. L'AES, dont le président confédéral est l'actuel président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, veut en effet mener une coopération gagnant-gagnant avec tous les pays du monde, y compris ceux de la CEDEAO, sans ostracisme, sans prétention, mais sans renoncer en quoi que ce soit aux 3 exigences vitales qui ont inspiré les révolutions sahéliennes, et notamment l'Alliance des États du Sahel, à savoir, premièrement, eh bien, la défense de la souveraineté des pays africains, deuxièmement, la défense de leur liberté de partenariat de choix stratégiques, et troisièmement, le droit des pays africains, notamment donc ceux de l'Alliance des États du Sahel, de défendre les intérêts vitaux de leur peuple. Si ces 3 conditions de la trilogie sacrée sahélienne sont respectées, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une bonne coopération entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Mais, connaissant la manière inimitable de s'asseoir de la CEDEAO, il est à prévoir que ça ne marche pas, parce que la CEDEAO n'est pas une self-directed organization, it is an inner other-directed organization. C'est une organisation aliénée. Dans ces conditions, il faut prévoir que la CEDEAO est condamnée à disparaître parce qu'elle va échouer et que l'Alliance des États du Sahel est condamnée à incarner les véritables aspirations populaires, celles vraiment qui sont les plus populaires, même dans les pays de la CEDEAO. Enfin, je voudrais toucher un mot du projet du gazoduc trans-saharien. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un conflit autour de ce gazoduc. L'Algérie avait proposé un tracé qui partirait d'Abuja au Nigeria, en tout cas qui partirait du Nigeria, passerait par le Niger, entrerait en Algérie avant de traverser la Méditerranée pour aller en Europe. Le Maroc est à la tête d'un autre projet qui partirait du Nigeria, longerait la côte ouest occidentale, et bien remonterait par le Maroc pour entrer en Europe via l'Espagne. Il y a un duel algéro-marocain autour de ce gazoduc. Et j'ai envie de vous dire que les déclarations de la CEDEAO et surtout ces annonces n'ont pas valeur de vérité. Bien souvent, ce sont des annonces purement médiatiques, des annonces de politique spectacle. Il faut en effet encore beaucoup de la cuillère à la bouche
pour que ce gazoduc transsaharien voit le jour, d'autant plus qu'il est l'objet d'une grande tension géopolitique entre les deux frères ennemis, pour ainsi dire, d'Afrique du Nord, l'Algérie et le Maroc. Merci Franklin pour cette explication extrêmement précise. Ahmad, vous vouliez réagir, j'ai vu. Oui, je voulais réagir à propos du gazoduc. C'est un projet quand même stratégique si on arrive à le réaliser, mais je veux être sceptique comme professeur Franklin Nyamsi. On est habitué avec la CEDEAO et surtout avec l'Afrique centrale. Bon, je ne vais pas seulement parler de vous, Mariam, mais je vais toucher quand même à nous, notre sous-région. Des beaux discours, des projets qui ne se réalisent jamais. Mais si on arrive à réaliser ces projets, le défi de taille qui est là, qui va assurer la sécurité? Déjà, la CEDEAO qui était complètement absente pendant les crises maliennes de 2013, qui va assurer la sécurité? C'est ça la question qu'il faut se poser. Déjà, AES qui a seulement 3 ans, ils ont déjà leur banque d'investissement, ils sont en train de préparer une monnaie commune, une candidature commune pour la présidence de la CAF, Confédération africaine de football. Il y a autant de projets qui montrent que l'AES ne va pas seulement incarner l'aspiration de la jeunesse africaine, mais qui commence déjà à incarner. Déjà, quand on voit la CEDEAO qui a 60 ans et qui, tout le temps, qui tâtonne, qui n'arrive même pas à réaliser quoi que ce soit, donc ça devient inquiétant. Et déjà, les gazoducs, comme le disait Franklin Nyamsi, ça va causer autant de tensions que de devenir un projet sérieux. Mariam, l'AES pourrait être finalement un nouvel horizon pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous en pensez? En effet, c'est comme disait le professeur Franklin Nyamsi, c'est que justement une organisation qui a 3 ans, moins de 3 ans aujourd'hui, montre déjà qu'elle est plus capable en matière de souveraineté que la CEDEAO qui date de 1975 aujourd'hui. Et pour revenir justement à ce que disait le professeur Franklin Nyamsi par rapport à une probable collaboration entre les deux organisations, eh bien, il faut noter déjà que les 3 pays, donc le Niger, le Mali et le Burkina Faso, faisaient avant partie de la CEDEAO, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ils font partie, en fait, de la même région avec les pays membres de la CEDEAO. Donc, ils ne peuvent pas se détacher complètement. Ouais. C'est-à-dire qu'il doit quand même y avoir une certaine collaboration entre ces pays-là pour qu'ils puissent se coordonner sur des questions de libre-échange, sur des questions économiques, sur des questions même sécuritaires. Donc l'AES, aujourd'hui, justement, incarne encore une fois cette souveraineté que veut voir la jeunesse africaine. Et c'est très important de le rappeler parce que on espère que ça va durer, même s'il y a encore une fois des forces qui essayent de déstabiliser par tous les moyens possibles les 3 pays. Sébastien, un commentaire rapide sur cette, désolé, sur cette ascension de l'AES, mais je veux aussi qu'on parle encore du Moyen-Orient et de l'Europe. Donc, un commentaire sur cette ascension, c'est vrai, assez rapide, cette montée en puissance de l'AES, c'est quelque chose de solide. Il y a d'autres pays qui pourraient rejoindre la structure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, moi je pense que le succès de l'AES, contrairement à ce qui peut être dit, n'est pas que la sécurité et le combat contre le terrorisme, sera une politique de développement. Et je vais juste raconter une histoire personnelle. En 2010, j'ai rencontré Kadhafi dans une conférence à N'Djamena au Tchad, qui était justement une conférence sur l'eau et sur la revitalisation du lac Tchad, puisque vous savez que le lac Tchad se meurt. Et donc il y a tout un projet qu'on appelle le projet Transaqua pour le revitaliser. Et à l'époque, les dirigeants étaient pour ce projet parce qu'il y a quand même 3 millions de personnes de déplacées dans la région, c'est une catastrophe. Et également, Kadhafi avait lancé un projet qui s'appelait Malibia, j'en profite parce que M. Nyamsi est à Bamako, qui s'appelait Malibia, donc entre le Mali et la Libye, pour faire justement du Mali le grenier alimentaire de toute l'Afrique de l'Ouest en développant la région des lacs Fagibine, qui est pas loin de Tombouctou. Et donc tous ces projets-là sont aujourd'hui dans les cartons. J'ai moi-même publié plusieurs études sur ces projets et je pense que l'AES non seulement doit mener ce combat évidemment contre le terrorisme, mais la vraie victoire passera par cette politique de grands projets, de grands travaux, d'investissement dans l'agriculture, d'atteindre la sécurité alimentaire. Ça, c'est la meilleure solution pour combattre le terrorisme. Merci Sébastien. La rupture entre la CEDEAO et l'AES, il y a bientôt 3 ans, n'a finalement pas été si radicale qu'elle aurait pu paraître. Les pays de l'ouest de l'Afrique ont tout intérêt à coopérer et ils le savent. L'escalade continue au Moyen-Orient entre Washington et Téhéran, ou devrait-on dire entre Donald Trump et l'Iran. Le président américain semble passer à la vitesse supérieure.
Eh bien, ils vont en payer le prix. Ils se rendent compte qu'ils sont décimés. Cette position est soutenue par le secrétaire d'État Marco Rubio, qui met en doute la volonté de Téhéran de négocier. À l'heure actuelle, je peux simplement vous dire ce qu'il en est. C'est assez simple. Des navires essaient de passer les détroits et sont attaqués. Des navires commerciaux traversent les détroits et se font attaquer. Les États-Unis défendent ce trafic maritime et en outre ciblent les sites de lancement dirigés contre ces navires afin de continuer à affaiblir la capacité de l'Iran à viser la navigation mondiale et à la nuire. Nous restons ouverts à la diplomatie. Nous restons disposés à trouver une solution par la négociation. Mais pour l'instant, il ne semble pas sérieux à ce sujet. C'est pourquoi nous continuerons à protéger le trafic maritime. Le temps joue cependant contre le président américain. Les élections de mi-mandat approchent. Le pétrole est au plus haut tandis que les réserves budgétaires américaines s'épuisent. La guerre coûte cher, comme le souligne le Washington Post. Le Pentagone est confronté à un manque de fonds urgent, causé en grande partie par la guerre en Iran. Selon des parlementaires et des responsables américains, actuels et anciens, certains crédits budgétaires cruciaux devraient être épuisés d'ici quelques semaines, alors même que le président Donald Trump intensifie le conflit avec Téhéran. La Maison-Blanche a demandé au Congrès une injection immédiate de 67 milliards de dollars pour aider à couvrir les coûts de la guerre, mais les législateurs sont dans l'impasse sur la manière de procéder. La Chambre des représentants prévoit de quitter Washington jeudi pour un mois de vacances parlementaires, repoussant tout accord sur le financement militaire à plusieurs semaines au plus tôt. Ahmad, tout se passe comme prévu pour Donald Trump? Oui, déjà, Donald Trump, il a raison, ils vont en payer les prix. Mais qui va payer les prix? Ce sont les Américains, hein, il faut le dire. Ce ne sont pas les Iraniens. Déjà, les États-Unis sont super endettés. Il y a la dette fédérale qui s'élève à plusieurs milliards, en tout cas, de dollars. Déjà, depuis qu'il a annoncé la guerre contre l'Iran, on pensait que ça allait être 2-3 jours. Mais ce qu'il ne faut pas ignorer, l'Iran aujourd'hui, c'est un acteur majeur au Moyen-Orient. C'est un acteur, en tout cas, c'est une puissance au Moyen-Orient. Donc déjà, quand Marco Rubio disait que non, lui, il ne fait pas confiance aux Iraniens, est-ce qu'ils ont la volonté de négocier? Déjà, l'Iran a montré sa volonté de négocier pour terminer, en tout cas pour sortir de l'impasse. Il est parti provoquer une guerre, il a fermé les détroits d'Ormuz qui étaient ouverts pour négocier, pour ouvrir quelque chose qui était déjà ouvert. Et aujourd'hui, on les voit... Quand il venait au pouvoir, il a fait autant de promesses. Il n'y aura pas de guerre, je vais résoudre, j'ai déjà réglé une affaire entre la Croatie et je ne sais pas, la Birmanie. J'ai réglé en tout cas des problèmes en tout cas dans le monde. Mais maintenant, on les voit avec l'Iran, il y a des menaces aujourd'hui, il y a des menaces de frappe. Le lendemain, on va négocier, on n'arrive même pas à suivre Donald Trump. Mais l'Iran ne va pas quand même se laisser faire, il ne va pas devenir la prochaine Syrie ou bien l'Irak ou l'Afghanistan. Donc les Américains ne connaissent que les rapports de force et il faut une puissance comme Iran, il faut répondre avec des rapports de force. Il n'y aura pas de négociation. Pour moi, je suis en tout cas un peu pessimiste, il n'y aura pas de négociation entre Donald Trump et l'Iran, en tout cas dans les prochains jours à venir. Je ne sais pas peut-être dans les mois à venir, peut-être après les élections, la Chambre des représentants va forcer Donald Trump à stopper cette guerre. Mais en tout cas, de l'initiative de Donald Trump, qu'il y aura la paix avec l'Iran, je ne pense pas que ça sera possible. Franklin, Ahmad a raison en disant que c'est la population américaine qui va en payer le prix, en tout cas par les taxes, par les impôts, puisqu'il va bien falloir payer. Mais malgré tout, les bombes, c'est au Moyen-Orient qu'elles tombent. Et encore une fois, les monarchies arabes sont de plus en plus touchées, en tout cas celles qui ont des bases, c'est-à-dire toutes américaines sur leur sol. L'Iran, quoi qu'il arrive, est bombardé. Donc finalement, c'est un peu ce qu'on évoquait dans notre émission la semaine dernière, c'est-à-dire c'est l'instauration d'un immense chaos et on ne sait pas trop où on va. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Je dis que les États-Unis de Donald Trump se sont enfermés dans 4 absurdités. Ils se sont littéralement cadenassés dans 4 absurdités. La première absurdité, c'est que malgré tous les efforts de Donald Trump et de son administration, le monde entier sait que dans le conflit israélo-américano-iranien, l'agresseur, ce sont Israël et les États-Unis. Et ça n'a pas changé depuis le début de cette guerre en février. L'opinion n'a pas basculé pour penser que l'Iran serait dans une posture d'agresseur et les États-Unis dans une posture d'agressé. Premier cadenas où ils sont enfermés. Ils se sont enfermés dans un second cadenas
C'est le cadenas du menteur. Ils ont essayé de présenter les Iraniens comme étant une menace pour la paix et la sécurité internationale. Personne de sérieux sur cette planète ne considère comme plus grande menace que les États-Unis et Israël, eh bien, les Iraniens. Les États-Unis et Israël sont incontestablement regardés dans l'opinion internationale comme la plus grande menace à la paix et à la sécurité internationale, en raison notamment de toutes les guerres illégales qu'ils ont perpétrées à travers le monde. Je fais référence ici à un excellent bouquin du géopolitologue suisse Daniel Ganser, « Les guerres illégales de l'OTAN », que je recommande à notre auditoire. Le troisième cadenas, ils ont prétendu qu'ils écraseraient militairement l'Iran en quelques jours. Et le monde entier voit que l'Iran a une capacité militaire hors norme par rapport aux prévisions occidentales extrêmement optimistes quant aux capacités du duo américano-israélien. Ce qu'on voit, c'est la déculottée de Donald Trump, c'est le démantèlement de l'OTAN au Moyen-Orient, c'est la succession de frappes absolument remarquables que l'Iran est capable d'administrer au dispositif sécuritaire, économique, géostratégique américain. Et enfin, il y a un quatrième cadenas, mais ce cadenas est extraordinaire, c'est le cadenas spirituel. Le monde entier assiste à une déculottée du duo israélo-américain face à l'Iran sur le plan des valeurs de civilisation. On se rend bien compte que l'Iran qui nous avait été présenté dans les médias occidentaux, dans les médias mainstream occidentaux, comme étant une civilisation dictatoriale, décadente, archaïque, moyenâgeuse, l'Iran a une dimension civilisationnelle, une résilience, une colonne vertébrale spirituelle. C'est une grande nation traditionnelle de notre planète, qui est l'une des conditions même de la stabilité de l'esprit humain dans le monde. Face au duo israélo-américain qui est dirigé par le lobby LGBT américano-occidental. On voit très bien ici la défaite de l'infra-civilisation, de la perversité, de la déchéance occidentale face à une nation traditionnelle debout. Enfin, je conclus en disant, mais Donald Trump, ne l'oublions pas, c'est quand même l'otage de Benjamin Netanyahou à travers l'affaire Epstein. Et il ne faut pas oublier que c'est pour Epstein, c'est pour les révélations que le Mossad possède sur Epstein, que Donald Trump obéit comme un caniche à Netanyahou, attaque l'Iran et assiste au génocide palestinien. Cette affaire va finir par l'effondrement du géant de l'Ouest. Cette affaire va finir par la naissance du monde multipolaire. Nous assistons à une véritable césarienne géopolitique planétaire. Mon cher Xavier Moreau. Mais le conflit ne se passe pas selon les désirs de Donald Trump, comme le souligne Franklin. L'Iran a riposté, provoquant la mort de soldats américains stationnés dans la région. Trump a promis l'enfer pour l'Iran. Trump ordonne au CENTCOM d'ouvrir les portes de l'enfer, après que des militaires américains ont été tués, et lance des frappes sur l'Iran. Le président Donald Trump, samedi 18 juillet, a ordonné au commandement central des États-Unis d'intensifier les opérations militaires contre l'Iran, après que 2 militaires américains ont été tués dans des attaques de missiles et de drones en Jordanie, selon des responsables américains. La directive a été suivie d'une autre série de frappes aériennes américaines sur l'Iran, marquant plus d'une semaine d'action militaire continue contre des cibles iraniennes. Mais les choses se compliquent pour les alliés de Washington, car au Yémen, le mouvement Ansar Allah a décidé d'interdire la mer Rouge à l'Arabie Saoudite. Premièrement, les forces armées yéménites annoncent l'instauration d'une interdiction de la navigation maritime contre l'ennemi saoudien criminel. Conformément au principe de blocus pour blocus, cette mesure entre en vigueur dès la publication du présent communiqué. Deuxièmement, nous réaffirmons le droit de notre grand peuple à répondre au blocus par le blocus et à toute escalade générale par une escalade générale. Mariam, effectivement, je vais renchérir sur ce que disent Ahmad et Franklin, mais les outils, en fait, il faut dire Ansar Allah, rentrent dans la danse. L'Arabie Saoudite donc est vulnérable. Le baril de Brent, je regardais aujourd'hui, a dépassé les $100. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la prospective autour de Donald Trump? On commence à s'interroger sur le sens de tout ça réellement. Vous partagez ce que dit Franklin et Ahmad? Tout à fait, je partage ce que disent Ahmad et le professeur Franklin Yamsi, c'est qu'aujourd'hui, justement, Donald Trump, il n'a aucune stratégie. Et le conflit continue de s'empirer, donc d'aller de mal en pire, justement. Déjà, premièrement, le CENTCOM n'a pas les moyens, que ce soit logistiques, en termes de soldats, et les moyens financiers
lanciers aériens, militaires et tout pour mener justement cette guerre. Et encore une fois, Donald Trump, il n'a aucune stratégie. Ça se voit dans sa façon de mener la guerre. C'est qu'aujourd'hui, il décide de bombarder l'Iran. Il dit que l'Iran va disparaître ou bien la civilisation perse va disparaître et que le lendemain ou bien la minute d'après, il dit on veut négocier ou bien est-ce que vous êtes, voilà, vous êtes prête à négocier. Donc ça se voit clairement que le président américain, il n'a pas les moyens de sa politique et donc il est prisonnier un tout petit peu, comme disait le professeur Frank Kanyamsi, de Netanyahou à travers l'affaire Epstein. Et donc l'autre problème qui se pose, c'est que justement, lorsqu'il a déclenché cette guerre, le détroit d'Ormuz était complètement ouvert. Il n'y avait pas de problème en matière d'économie, donc de pétrole au Moyen-Orient. Aujourd'hui, avec la guerre en Iran, eh bien, le détroit d'Ormuz est à moitié fermé puisque c'est l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz. Et maintenant, avec ce que dit Ansar Allah, eh bien, on peut dire que clairement, le pétrole ne va pas, les prix de pétrole ne vont pas descendre d'un coup. Sébastien, est-ce qu'on peut imaginer qu'autour de Donald Trump, il y a quand même des gens plus raisonnables dont la vie pourrait finir... ne riez pas tout de suite lorsque je pose ma question, qui pourrait influer sur Donald Trump pour lui faire avoir une approche plus réaliste? Parce que là, on voit une escalade. On sait très bien, et je pense que Myriam a tout à fait raison, c'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas les moyens de refaire une troisième guerre du Golfe. Est-ce que finalement, on ne peut pas quand même espérer un retour à la raison? Elle a tout à fait raison et moi je pense qu'il y a un facteur irrationnel. Vous le savez que Trump est entouré, comme on l'a dit, et contrôlé même d'une certaine manière par les voyous messianiques que sont Netanyahou, Ben Gvir et Smotrich. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a fait encore le ministre Ben Gvir, qui allait parader devant la mosquée Al-Aqsa encore hier en essayant de déclencher justement encore des émeutes. Donc voilà, il y a malheureusement un grand facteur d'irrationnel. Peter Hegseth, vous savez, je le rappelle, qui a un tatouage de la croix de Jérusalem sur son torse et disant qu'il faut éliminer tous les musulmans de la planète dans son livre. Bref, on est quand même face à des gens qui sont extrêmement irrationnels. Après, il faut quand même le dire, vous savez qu'actuellement, j'en avais parlé la semaine dernière, il y a une loi de défense nationale américaine qui est en train d'être votée, donc non seulement pour augmenter les budgets militaires à 1500 milliards, mais également pour la fusion des complexes militaro-industriels israéliens et américains en une seule entité. Donc ça va très très loin, ce contrôle justement qui était mentionné d'Israël sur la politique américaine. Et malheureusement, on a des républicains, on a des démocrates qui s'opposent à ça, mais aujourd'hui, par exemple, la loi de cette fusion vient d'être passée au Congrès américain et est envoyée au Sénat. Donc on voit que l'opposition n'a pas réussi à s'opposer à cette fusion. Donc après, en effet, il y a quand même des voies rationnelles. Vous savez que le ministre omanais des Affaires étrangères, M. Boussaïdi, qui est au cœur des négociations dans la guerre entre l'Iran et les États-Unis, a proposé de créer un nouveau Conseil de sécurité en incluant l'Iran et l'Irak, c'est-à-dire avec les pays de la coopération du Golfe, 8 pays, en incluant l'Iran et l'Irak, pour avoir une stratégie qui soit plus autonome vis-à-vis des États-Unis. Donc on voit peut-être même un potentiel de résolution du conflit entre les pays du Moyen-Orient, entre eux. Les déclarations de ce ministre des Affaires étrangères d'Oman sont très importantes. Il avoue que cette guerre est un désastre et qu'elle mène nulle part. Mais malheureusement, quand j'entends Trump dire que s'il meurt demain, il a préparé l'envoi de 1000 bombes sur l'Iran pour tout détruire, je pense que c'est quand même une situation qui est... on est au bord d'un point de non-retour. N'importe quel incident aujourd'hui peut déclencher un conflit généralisé et c'est le grand danger du moment dans lequel on vit. Merci Sébastien. Ahmad, pour en finir sur ce sujet, je veux qu'on repasse en Europe. Je suis d'accord avec tout le monde. Donald Trump, il est pris en piège. Il s'est mis en tout cas lui-même dans ses bourbiers, si je peux le dire. Déjà, il est influencé, comme mes amis venaient de le dire, par Ben Gvir et Netanyahou et tout, sont des criminels de guerre, des gens qui ont déjà commis, qui ont commis déjà des génocides et qui veulent nettoyer en tout cas une ethnie. Et déjà, lui qui à son arrivée, tout le monde avait de l'espoir qu'il va résoudre en tout cas pas mal de problèmes, qui se retrouve aujourd'hui en train de mener une guerre illégale et illégitime. Déjà, il n'a pas mis seulement son pays en danger, mais il a quand même mis tous les pays du Golfe, que ce soit l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Dubaï, que tout le monde pensait il y a des sécurités à Dubaï ou d'autres pays. Une fois déjà, même Donald lui-même,
il voulait s'attaquer à Oman, alors que Oman, il est l'allié des États-Unis. Donc on se demande si vraiment il est normal ou déjà qui les conseille. Donc je vois que la situation va empirer avec encore l'arrivée des Ansar Allah. Eux, quand ils commencent une guerre, ça ne se finit pas. En tout cas. Merci Ahmad. Depuis le 28 février 2026, rien ne se passe comme prévu pour Donald Trump sur le front iranien. Il est peu probable que les nouvelles frappes constituent un levier sur les autorités de Téhéran. Il reste un peu moins de 4 mois au président américain avant les élections de mi-mandat. La guerre fait rage à Kiev, mais cette fois entre deux clans. Celui de l'ancien ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, et celui du désormais ex-chef de l'armée ukrainienne, le général Syrski. Volodymyr Zelensky a présenté la nouvelle équipe. J'ai décidé que Mikhailo Drapati deviendrait le nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Aux côtés de Mikhailo, d'Yeven Kmara et de Pavlo Palissa, nous avons défini la nouvelle configuration de l'état-major général des forces armées ukrainiennes. Il faut reconnaître qu'Alexandre Syrski a contribué au succès de l'Ukraine lors de la défense de Kiev, de l'offensive de Kharkov et de l'opération de Koursk. Un long chemin a été parcouru. La défense de l'Ukraine se poursuit. Mais comme le souligne le journal anglais The Guardian, la crise n'est pas terminée pour Volodymyr Zelensky. L'ex-ministre de la Défense, s'appuyant sur la rue, voudrait retrouver son poste. Pourtant, les tentatives de Zelensky visant à apaiser la colère populaire en proposant à Fedorov un nouveau poste gouvernemental semblent jusqu'à présent avoir échoué. Fedorov aura refusé le poste de vice-premier ministre chargé du développement technologique. Il souhaite en revanche être réintégré au poste de ministre de la Défense, affirmant que c'est la seule façon de mettre en œuvre ses projets ambitieux de modernisation et de réforme de l'armée ukrainienne. Ce poste n'est plus vacant depuis que Zelensky a nommé le commandant des forces spéciales, Yeven Kmara, au poste de ministre par intérim. Mariam, moi ce qui m'a un peu amusé, entre guillemets, parce que c'est quand même la guerre, mais ce qui m'a un peu amusé, c'est que dans la propagande occidentale, depuis le mois de mars, on nous présentait une Russie affaiblie, Vladimir Poutine allait tomber, etc., etc. Et puis là, alors que l'Ukraine est soi-disant en pleine victoire, bing, on change de général en plein milieu des opérations. Quel regard vous jetez sur ce qui est en train de se passer à Kiev, en fait, finalement? Alors, c'est le chaos, hein, c'est le chaos finalement à Kiev, et c'est sans surprise parce que on voit un Volodymyr Zelensky qui est prêt à tout pour satisfaire bien évidemment ses sponsors, les personnes qui l'encouragent, les va-t-en-guerre, la coalition va-t-en-guerre européenne, on le sait. Et donc aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que justement Kiev a voulu pousser le bouchon, il a voulu aller un tout petit peu plus loin en essayant de présenter, de déstabiliser la Russie, comme ils aiment le dire, à travers des petites frappes par-ci et par-là en profondeur dans le territoire russe. Pourtant, on sait que la Russie allait bien évidemment riposter. Quand j'ai vu récemment les médias occidentaux qui s'agitaient sur une prétendue pénurie de carburant, moi j'ai rigolé parce que la Russie est en réalité l'un des premiers producteurs de pétrole au monde et exportateur de pétrole avec 11 milliards de barils de production par jour. Alors il est quand même ridicule de voir propagander dans les médias occidentaux à longueur de journée une soi-disant pénurie qui sans doute allait se rétablir. Et justement, Volodymyr Zelensky est dans cette optique, c'est qu'il veut montrer qu'il a le dessus dans ce conflit, alors que ça se voit que sur le front, la Russie continue d'avancer, la Russie continue de libérer des territoires et incapable de faire la même chose sur le territoire, sur le front. Volodymyr Zelensky tente des moyens terroristes en attaquant malheureusement le territoire russe, en essayant de semer la panique au sein de la population. On va y revenir. Sébastien, on nous présente un peu ce qui se passe en Kiev comme un affrontement de génération entre le général de type soviétique Syrski et puis un Fedorov de 34 ans, brillant, qui va faire la guerre avec des robots plutôt qu'avec des soldats. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que les choses sont peut-être un peu plus compliquées ou au contraire plus simples ? Alors moi, sur les questions des dissensions internes, j'avoue que j'ai du mal à saisir un petit peu tous les
toutes les différentes factions. Vous savez, c'est comme quand vous lisez la Garde Blanche, hein, le livre sur les 1000 factions de l'Ukraine à l'époque des débuts du XXe siècle. Donc il y en a beaucoup de factions et beaucoup d'intérêts étrangers, surtout qui sont engagés là-dedans. On le sait avec BlackRock, on le sait avec les intérêts financiers, le MI6, la coalition des volontaires. Donc tout ça est un grand bordel, mais moi je suis très inquiet, si je peux me permettre de vous lire une citation, parce que le général Koujat, vous savez, l'ancien chef d'état-major des forces allemandes et ancien aussi directeur du commandement intégré de l'OTAN, a fait une interview là, cette semaine dans un journal suisse où il dit clairement que nous sommes au bord d'une guerre nucléaire, face à la plus grande puissance nucléaire, et cela pourrait déclencher, je cite, un hiver nucléaire d'au moins 50 ans en Europe. Est-ce que nos dirigeants sont censés capables et de reconnaître les leçons de l'histoire? A-t-on conscience du danger auquel nous sommes exposés aujourd'hui? Donc par-delà les affaires internes, ce qu'on sait, c'est que quelque chose se prépare, parce que quand des gens comme le général Koujat prennent ce type de position, on l'a vu après le sommet de l'OTAN, l'achat des Tomahawk par l'Allemagne, le programme de réarmement de l'Europe de 800 milliards pour préparer une guerre à la Russie. Donc partout on se réarme, partout on se prépare à ce conflit. Et moi c'est ça qui m'inquiète beaucoup, par-delà, disons, les marionnettes ukrainiennes, si vous voulez, qui sont utilisées pour préparer ce conflit qui est extrêmement dangereux et dans lequel on n'est pas loin. Vous savez, le 6 août 1945, je repensais à ça tout à l'heure, c'était Hiroshima et Nagasaki. Donc on a déjà utilisé des armes stratégiques nucléaires pour bombarder des pays. Et moi, ce qui m'inquiète dans cette situation de chaos qu'on voit en Ukraine, c'est que je sais que derrière, on a les différents intérêts, britanniques en particulier, qui se préparent au pire. Et ouais, je suis très inquiet par rapport à cette situation-là. Ahmad, vous voulez réagir? Vous avez déjà en Europe, en tout cas, des dirigeants immatures comme les Macron, les Jean-Noël Barrot et consorts qui conseillent à Vladimir Zelensky, qui est un clown. Pour moi, ce n'est pas un président. Déjà, lui, est-ce qu'il est légitime? C'est ça la question qu'il faut encore poser. Les risques qui se présentent actuellement avec les conflits internes, des problèmes entre... Est-ce qu'il n'y aura pas une guerre, en tout cas à l'intérieur même de l'Ukraine? Maintenant, c'est l'Europe qui doit commencer vraiment à s'inquiéter, puisqu'il y a eu des affaires avec des trafiquants de drogue, il y a eu des mercenaires qui sont venus, en tout cas de l'Amérique latine. Ces gens-là, quand il y aura eu des conflits à l'intérieur de l'Ukraine, ces gens vont aller où? Ils vont aller attaquer l'Europe. C'est tous les schémas, les scénarios à la Syrie, à la Libye. Lorsque la Libye a explosé, les terroristes sont partis où? Sont partis en Afrique de l'Ouest. Donc maintenant, ce qui se passe, ils vont aller où? Ils n'ont pas nulle part y aller, donc ils vont aller se jeter en Europe. Donc maintenant, s'il y a vraiment des dirigeants qui sont conscients, mais malheureusement avec les Emmanuel Macron qui sont là en train d'organiser des soirées LGBT et de penser à leur population, je ne crois pas que l'Europe est préparée à ça. Le risque, ce n'est pas la Russie actuellement. Le risque actuel, c'est l'Ukraine elle-même. Demain, il y aura la fin de ces conflits et tous ces mondes qu'on a ramenés pour combattre en Ukraine, ils vont aller où? Ils vont retourner en Europe, justement. Franklin, ce que dit Ahmad est assez pertinent, notamment quand on voit le profil du nouveau chef de l'armée kievienne, le général Drapaté, qui vient de faire une déclaration en disant que les voisins russes n'avaient pas le droit d'exister. Donc effectivement, là, on a une espèce de bouilloire qui est en train de déborder. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon cher Xavier, l'Ukraine est triplement inquiétante pour moi. Elle est inquiétante parce que c'est un pays qui a été engagé dans une guerre de proxy, une guerre par procuration, une guerre pour les intérêts de l'OTAN, qui, comme on le sait, veut démembrer la Russie et s'attaquer plus tard à la Chine. Le pape François défunt a eu le courage de dire que cette guerre qui a commencé en 2022 n'aurait jamais commencé si l'OTAN n'avait eu de cesse de venir aboyer aux portes de la Russie. Premier point. Deuxième point, le régime de Zelensky est clairement un régime ennemi du peuple ukrainien. J'en veux pour preuve les nombreuses images de mobilisation forcée, de brutalisation massive des Ukrainiennes et des Ukrainiens utilisés comme chair à canon pour une guerre au service des intérêts du deep state américain et de l'hégémonie otanienne. Troisième folie, mais Zelensky ne s'est pas contenté de servir de proxy et d'être un ennemi de son peuple avec le régime fantoche et illégitime qu'il dirige désormais, lui qui n'est plus président élu de l'Ukraine.
il exporte le terrorisme ukrainien en Afrique. Et c'est cela qui préoccupe le chercheur et l'intellectuel panafricaniste que je suis. Les militaires, les officiers, les mercenaires ukrainiens sont signalés dans toutes les attaques terroristes en Afrique de l'Ouest depuis au moins 4 ou 5 ans, c'est-à-dire à peu près le début du conflit russo-ukrainien. Il s'ensuit qu'en fait, on doit s'inquiéter, avec raison, de la santé mentale et de l'alimentation douteuse de Zelensky. Il n'est pas seulement un danger pour l'Ukraine, il est un danger pour le monde, parce qu'en réalité, il peut servir de cheval de Troie au dérapage complet de la situation géopolitique internationale, puisque partout où il est envoyé pour servir des intérêts absolument injustes, des intérêts pervers, il s'y adonne avec autant de joie qu'il se frotte le nez, frénétiquement tout au long de la journée, comme Emmanuel Macron. Oui. Il faut donc en réalité ici en appeler à 3 solutions. Premièrement, c'est l'espoir du monde multipolaire et de l'Afrique que la Russie défasse l'armée ukrainienne, qu'elle lui inflige une défaite définitive, pas seulement la succession de défaites tactiques et stratégiques qui lui sont infligées. Deuxièmement, c'est l'espoir du monde multipolaire et de l'Afrique que l'Union européenne et l'OTAN perdent la bataille eurasiatique, car l'Afrique y trouvera un bol d'oxygène. Et puis troisièmement, il est important quand même qu'on se rende compte que la propagande démocratique au nom de laquelle l'Occident a voulu enfumer le Sud global ne peut plus marcher après l'épisode Zelensky. Zelensky est le démenti à la propagande démocratique de l'Occident et que la planète entière en prenne acte. Tous les peuples souverains peuvent aller vers l'état de droit qui correspond à leurs valeurs civilisationnelles. Il n'y a pas de modèle politique universel, imposable, uniformément, unilatéralement, unidimensionnellement, comme dirait Herbert Marcuse, à tous les hommes. La stratégie des 40 jours d'enfer promis par Zelensky à la Russie semble avoir trouvé ses limites. Les mesures prises par le gouvernement russe ont permis de stabiliser l'approvisionnement en carburant, ce qu'a souligné le président russe, et Mariam d'ailleurs. L'économie nationale et ses secteurs clés font preuve de résilience, en dépit des tentatives de déstabilisation venues de l'extérieur, notamment dans le secteur de l'énergie. À cet égard, je tiens à souligner une fois de plus que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sur le marché des carburants sont purement temporaires et ne sont pas en mesure d'influer sur la dynamique de croissance générale de notre économie. L'état-major otano-kievien a donc réorienté ses frappes vers les navires de la mer Noire et les entrepôts de White Berries, l'équivalent d'Amazon en Russie. Moscou a pris acte de cette nouvelle escalade et les forces armées russes s'en prennent désormais aux ports ukrainiens autour d'Odessa, principale artère d'approvisionnement et d'exportation du régime de Kiev. Les armateurs étrangers commencent à abandonner le fret sur la zone. La compagnie maritime danoise Maersk a temporairement suspendu ses services de fret vers l'Ukraine via le port de pêche de Tchernomorsk à la suite d'attaques russes contre les infrastructures du port. Nous avons le regret de vous informer qu'en raison de la situation actuelle affectant nos opérations, l'opérateur ne peut continuer de fournir des services à l'Ukraine via le port de pêche de Tchernomorsk, a déclaré Maersk Ukraine dans un communiqué sur Telegram. Ahmad, alors depuis cette annonce, on a appris, et c'était confirmé par le chef du régime de Kiev, Volodymyr Zelensky lui-même, que l'accès au port ukrainien la mer Noire est bloquée pour Kiev. Donc la stratégie de terreur de 40 jours pour la Russie, c'est quand même pas un grand succès. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas un grand succès exactement. Nous qui habitons à Moscou, nous avons vu malheureusement, il y a des tentatives pour faire la pression, en tout cas sur la population russe, c'est que l'Occident ignore lorsque je vois en tout cas des médias, des grands chemins, comme je les nomme. Déjà, je n'ai pas l'habitude en tout cas de traiter en tout cas pareil mes confrères, mais lorsqu'on voit dans les médias des grands chemins, LCI, BFM TV et consorts, c'est comme si l'Ukraine est en train de gagner une guerre qui n'existe pas. Déjà une victoire qu'on ne voit pas sur le terrain. L'Ukraine continue de frapper. Malheureusement, ils ont frappé une école des filles qui ont tué en tout cas plus de cinquantaine en tout cas des filles. Malheureusement, ce sont des méthodes terroristes. Déjà, ce n'est même pas un chef d'un régime quelconque, c'est un chef terroriste, c'est un groupe terroriste aujourd'hui qui essaie de terroriser tout le monde. Et ce qui est là maintenant, comme le disait le professeur Franklin Yamsi, il faut que la Russie inflige des défaites cruelles, en tout cas
pour qu'on en finisse complètement, parce que ce que la Russie est en train de mener, c'est une guerre existentielle pour l'humanité, c'est une guerre en tout cas pour la survie de l'humanité. Déjà, si aujourd'hui on voit les campagnes qui se passent en Ukraine avec leur histoire, je ne sais pas, de drogue, de terrorisme, déjà l'Ukraine est partie jusqu'en Libye pour saboter certains projets qui sont en coopération entre la Russie et les dirigeants libyens. Donc l'Ukraine devient une menace pour l'humanité. Il faut qu'on en finisse avec cette histoire pour que l'humanité puisse vivre finalement en paix. Rapidement, Mariam, pour conclure sur ce sujet et sur cette émission. Et justement, ce que disait Ahmed, c'est très important. Justement, il faut que la Russie inflige justement une défaite lourde et sans précédent à l'Ukraine. Et c'est ce que d'ailleurs demandent plusieurs observateurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment. On continue de le voir. Donc, comme il le disait, on voit de plus en plus justement ces médias occidentaux qui alimentent cette propagande. Enfin, on peut dire quand même que ça fait partie de la guerre, la guerre médiatique qu'il mène non seulement au Sahel, comme lui disait le professeur Franklin Nyamsi, mais également pour ce qui est du conflit en Ukraine. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe en réalité sur le front, il ne couvre pas, parce qu'on parle de succès de la Russie, des succès attribués à la Russie. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est que dès que l'Ukraine, le chef de la junte ukrainienne va lancer une toute petite attaque sur Wildberries, comme vous le disiez, eh bien, ils vont marteler que oui, la Russie est en train de perdre. Et ça, c'est pour essayer, encore une fois, de déstabiliser la population russe qui est habituée, on le sait, à une certaine stabilité. Et pour en finir, c'est que justement, ce qui se joue en Ukraine, c'est justement la survie de l'humanité et la construction d'un monde multipolaire qu'on attend tous, qu'on veut tous. Et on espère justement que ça va finir très rapidement. Et donc, on attend que Vladimir Poutine donne le mot d'ordre pour finalement, parce que il suffit de le dire, il faut le dire honnêtement, c'est que tout le monde le sait aujourd'hui. Il faut juste que Vladimir Poutine dise « Allez-y, appuyez sur le bouton ». Du calme, Mariam, du calme. Rapidement. Je suis en train de déborder là. Oui, je suis d'accord avec elle, mais ce qui est là, c'est que Vladimir Poutine ne veut pas en tout cas donner l'ordre, puisque les chefs de la junte se cachent derrière la population et la Russie, la guerre qu'il mène, c'est contre l'Occident, contre en tout cas la culture LGBT. C'est pas contre le peuple ukrainien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La campagne de presse mise en œuvre dans les pays occidentaux à partir de mars 2026, qui visait à faire croire que l'armée ukrainienne prenait le pas sur l'armée russe, semble désormais caduque. On ne remplace pas un chef de guerre en train de gagner. Et c'est exactement ce que vient de faire le régime de Kiev. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ici Moscou. Les Français parlent au français, les francophones parlent aux francophones.